Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 26 juin 2025, c'est notre bulletin numéro 244 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. Voilà, vous pouvez également aller faire un petit tour sur notre page auto-éditeur, pour tous ceux qui éditent leurs livres. Il y a bien sûr des gens comme Yannick Jaffré, Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy et puis votre serviteur. Voilà, c'est un moyen de donner un petit coup de pouce puisque en auto-éditeur, on gagne de l'argent en écrivant des livres. Voilà, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Abonnez-vous également à la revue de notre partenaire Géopolitique Profonde. Donc c'est encore le numéro du mois de juin, mais ne perdez pas de temps parce que au numéro de juillet, il y aura un article de votre serviteur. Voilà, on reviendra sur l'empire du mensonge et l'affaire du MH17. Ce qui nous a plu cette semaine, c'est également encore Géopolitique Profonde TV. Cette fois, c'est l'interview d'Alain Soral, en fait, par Frank Pengam. J'ai beaucoup aimé le ton, puisque en fait, comme vous le savez, les deux sont venus dans le Donbass, en Russie, et ils ont pu avoir un regard un peu extérieur, ce que moi je n'ai plus, puisqu'en fait je suis dedans, donc c'est difficile pour moi d'avoir un peu ce recul, et c'est en ça que j'ai trouvé que l'interview était très enrichissante, y compris pour quelqu'un qui vit en Russie. C'est d'avoir ce regard de l'extérieur. Il y a quelques considérations, évidemment aussi, qui m'ont bien plu, puisqu'ils se sont rendus dans un camp d'entraînement de l'armée russe, et que là, ils ont constaté que une arme c'est lourd, le matériel c'est lourd, et que finalement tous ces gamelins de plateau, tous ces gens qui vivent tranquillement dans leur bureau, qui n'ont jamais servi dans une unité ou dans l'infanterie, parlent de choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est lourd, il peut faire très chaud, il peut faire très froid, et donc parler comme ça à la légère de gens qui se font la guerre, c'est évidemment, c'est le cas sur LCI, à chaque fois c'est tout simplement incroyable, mais c'est le cas dans la plupart des médias de grand chemin. Et puis enfin, pour finir avec cette introduction, soutien à Régis de Castelnau qui a affaire avec la police, les médias du régime. D'ailleurs, je tiens à le dire, je ne fais pas du tout confiance à la justice de mon pays. Et donc j'espère que Régis de Castelnau s'en sortira bien. Voilà, il a tout notre soutien. Bien entendu, il a été invité plusieurs fois, notamment dans l'échiquier mondial, et j'espère qu'on pourra l'avoir, à moins qu'on essaye vraiment de le faire taire, dans Ici Moscou à l'occasion. Économie maintenant, et avant tout, n'oubliez pas, dans le cadre de l'économie, de venir investir en Russie, de vous ouvrir un compte en banque. Pour ça, vous avez toute une gamme de services que nous vous proposons dans Divergence Services. Le lien est en description de cette vidéo. Conséquence de la guerre des 12 jours, donc Iran-Israël, les prix du pétrole ont bien sûr augmenté. Donc forcément, dès qu'il y a des attaques de la part d'Israël ou un conflit local au Moyen-Orient, évidemment, ça a des conséquences sur les prix. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que la question a été posée au ministre des Finances, Siluanov, donc, que j'ai quelquefois cité, pour savoir ce qu'il en pensait. Donc il a dit, effectivement, si jamais il y a une augmentation des prix du pétrole, la Russie gagnera plus d'argent, mais cet argent ne sera pas reversé dans le budget, mais dans le fonds de bien-être national, qui est le fonds souverain russe. Donc de temps en temps on lit des informations totalement délirantes. On l'avait vu avec Erling Bauer, comme quoi le fonds du bien-être national est presque vide. Non, en fait il oscille toujours entre 11 000 milliards et 13 000 milliards de roubles, et généralement il y a une grosse ponction, mais qui est jamais non plus, par rapport à un fonds si large, qui est jamais non plus si importante que ça. C'est quelquefois 1000 milliards, 2000 milliards, ce genre de ponction qui a lieu surtout en fait en fin d'année pour combler à la fin de l'exercice budgétaire, pardon. Voilà, donc en plus cet argent, donc ça c'est des règles qui ont mis en place déjà dans les années 2010, dès que le prix du baril qui est fixé pour le budget russe est dépassé, dans ce cas, cet argent part dans le fonds du bien-être national. Et donc qui permet de développer des tas de projets qui peut être utilisé encore une fois pour compenser une baisse de revenus, ou alors, et c'est surtout sa fonction principale, c'est de développer les grands projets d'infrastructure, les grands investissements dont on vous parle régulièrement dans ce bulletin. Et d'ailleurs, on va en aborder un dans cette rubrique. Toujours économie en Russie, le débat entre la directrice de la Banque centrale, Madame Nabiulina, entre Reshetnikov, le ministre du Développement économique, et le ministre des Finances, Siluanov, j'en avais parlé, c'était un débat qui avait eu lieu pendant le Forum économique Saint-Pétersbourg. Ce débat se continue, et plusieurs personnes commencent à prendre la parole, et
demande, voire exige de la Banque centrale qu'elle baisse les taux d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, la Russie a un problème d'inflation parce que en fait, il y a une hypercroissance économique qui est due à la politique de remplacement des importations. Et donc, cela crée des déficits de main-d'œuvre. Donc, c'est essentiellement le problème. Et donc, cela provoque une augmentation des salaires, donc de l'inflation. Donc, pour ralentir cette inflation, la Banque centrale a décidé de monter jusqu'à 21% de taux directeur. Et imaginez, si vous allez chercher un crédit à la banque, vous empruntez à 23-24%. C'est quasiment ça. Alors après, il y a énormément de crédits subventionnés, notamment pour les familles nombreuses, et j'en ai parlé, j'en ai profité d'ailleurs pour ne rien vous cacher. Mais tout cela, en fait, crée un problème, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Donc, vous avez pas mal de représentants de ces petits et moyens entrepreneurs qui demandent, alors non seulement maintenant donc une baisse des taux d'intérêt à 12, mais également le fait de relâcher la pression sur l'immigration de travail. Donc ça, à mon avis, ça va être plus compliqué. Notamment, il explique que les tests russes sont trop compliqués pour ceux qui viennent d'Asie centrale et que ça fait baisser le travail. Bref, tout ça, encore une fois, c'est des problèmes qui, j'espère, seront réglés et qui vont être réglés, j'en suis certain, avec le temps. C'est une question d'organisation, mais notamment l'exigence de baisser ces taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est aussi celle du président du Parlement russe, donc Volodine, donc qui est quelqu'un de très influent, et je crois que je sens monter un peu la contestation contre la directrice de la Banque centrale, qui finalement a une politique très classique, et surtout, si vous écoutez par exemple Gilles Walter, qui était un des intervenants dans Ici Moscou vendredi dernier, lui il a une théorie qui est d'ailleurs qu'il a pu vérifier en pratique, puisqu'à la base il est économiste, c'est qu'en fait, quand vous baissez les taux d'intérêt, même si vous avez une pénurie de main-d'œuvre, eh bien vous forcez les entreprises à optimiser, à augmenter la productivité. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait plutôt compter. Après mûre réflexion, je suis assez d'accord. De toute manière, 20%, ça tue le business. Et 12% me paraîtrait un taux, en tout cas c'est le taux qui aujourd'hui qui est demandé par les petits et moyens entrepreneurs, et un taux qui satisferait évidemment tout le monde. Et puis en plus, pourquoi travailler, pourquoi investir quand vous pouvez simplement placer votre argent à la banque et que ça vous rapporte 24%. Évidemment que c'est pas très tentant. Économie russe toujours, la saison de la route maritime du Nord vient d'être ouverte. Alors on a plusieurs fois parlé de la route maritime du Nord, on en a parlé dans l'échiquier mondial, on en a parlé sur Stratpol dans notre bulletin ou dans des thèmes dédiés. C'est extrêmement important puisque donc c'est la route qui passe le long de l'Arctique. La seule voie praticable est le long des côtes russes et elle est 2 fois plus rapide et beaucoup moins chère que de passer, et puis moins dangereuse surtout en ce moment, que de passer par le canal de Suez, ou alors évidemment beaucoup plus cher quand vous devez passer par le cas de Bonne-Espérance. Donc cette route a tout l'avenir devant soi, et elle est praticable maintenant quasiment toute l'année, avec des brise-glaces, avec des bateaux spécialement équipés qui peuvent briser la glace. Hein. C'est le cas de Margerie, le méthanier qui est utilisé pour transporter le gaz de Yamal LNG, donc où notre Total national participe. Et donc là, la route ouvre en revanche sa saison sans brise-glace. C'est-à-dire que n'importe quel bateau peut l'emprunter. Voilà, donc ça c'est également quelque chose d'important. A priori, la calotte glaciaire a reculé et c'est les bons côtés du réchauffement climatique, en tout cas dans cette région, puisque effectivement, à certains endroits, on constate un réchauffement climatique, mais encore une fois, moi je ne crois pas du tout qu'il soit anthropique. Et je pense même que pour certaines régions de notre planète, ce sera extrêmement profitable. Pour exploiter cette route maritime du Nord, eh bien, il faut des méthaniers. Et c'est le problème que rencontre le projet jumeau de Yamal LNG, c'est-à-dire qui s'appelle Arctic LNG. Donc Total devait être actionnaire de l'affaire, mais tout a été gelé, évidemment à cause des sanctions du régime socialiste français contre tout ce qui peut rapporter de l'argent à la France. Hein, c'est un peu systématique. Et il y a également eu des sanctions sur la livraison des bateaux, donc des bateaux méthaniers, puisque la Russie n'en fabriquait pas. Elle en avait commandé une quinzaine à la Corée du Sud, qui est un grand producteur. D'ailleurs, je crois que c'est une filiale de Samsung, comme on le voit sur cette photo. Et donc la Russie, pour Arctic LNG, ne peut pas utiliser les méthaniers, donc qui sont consacrés soit à Yamal LNG, et bien sûr ceux qui n'ont pas été livrés par la Corée du Sud. Alors elle a réussi, grâce à d'ailleurs 2 fournisseurs français, Gaztransport et Technigaz, à achever la construction de 2, donc l'Alexei Kosygin et le Piotr
Stolypine. Donc ils ont réussi à achever cette construction parce qu'il faut maîtriser une technologie qui est extrêmement compliquée et que même les Chinois ne maîtrisent pas, c'est les réservoirs cryogéniques. Voilà. Donc pour faire un méthanier, on a besoin de ça et pour refroidir le gaz pour qu'il soit liquéfié. Or, la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous avez ces 2 bateaux donc, qui vont être mis en service, mais en plus, la Russie, depuis 2022, s'est lancée dans une politique de remplacement des importations, également dans ce qui concerne la marine. Donc ça aussi, c'est des budgets, c'est des investissements directs qui viennent notamment du fonds souverain russe dont j'ai parlé au début, qui est alimenté notamment par la vente des hydrocarbures. Eh bien, les tests ont été faits et désormais la Russie maîtrise cette technologie. Voilà. Donc une fois de plus, les sanctions, c'est pour les cons, tant pis pour les Sud-Coréens, puis tant pis pour les Français, qui avaient trouvé un excellent client et qui maintenant vont avoir un concurrent dans cette technologie. Innovation russe encore, cette fois dans le domaine médical, avec un vaccin contre le cancer qui va être testé par 48 patients, bien sûr volontaires. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça pourrait paraître pas un sujet si important, mais c'est parce qu'en fait ce vaccin, c'est de la technologie, d'après ce que j'avais lu, ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est ce qu'on vous a fait en France avec le Pfizer, donc avec des conséquences que personne ne maîtrise et qui sont d'ailleurs plutôt inquiétantes. Et c'est normal puisqu'en fait c'était même pas un vaccin, c'était un test, puisque l'ARN messager est une technologie complètement nouvelle. Et donc il y a eu des centaines de millions de personnes dans le monde, et essentiellement d'ailleurs des occidentaux, qui ont servi de cobayes pour ce vaccin à l'ARN messager. Les Russes, eux d'ailleurs au moment du Covid, avaient déconseillé d'utiliser ces technologies-là. Eux, ils avaient plusieurs vaccins, mais avec des technologies plus anciennes. Mais en revanche, ils ne sont pas contre utiliser l'ARN messager. Et c'est ainsi que ce vaccin-là utilise l'ARN messager. Et pourquoi j'en parle? Parce que je me souviens d'avoir lu les conditions qu'il fallait remplir pour pouvoir être patient, pour qu'on puisse tester ce vaccin sur vous. Et en fait, c'était des conditions du genre... Il faut avoir tout essayé, il faut être dans un stade avancé du cancer, il faut quasiment être à l'article de la mort, et là, vous pouvez être accepté comme patient. Et pourquoi? Parce que c'est une technologie nouvelle et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, ce qui est, j'allais dire amusant, mais c'est pas amusant du tout pour ceux qui se sont fait Pfizeriser, mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit les précautions que les Russes ont prises pour tester ce vaccin contre le cancer, et quand on voit la légèreté avec laquelle on a poignardé avec une aiguille encore une fois des centaines de millions notamment de Français, eh bien ça laisse rêveur. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Économie encore, et pas de 18e paquet pour l'instant de la part de l'Union européenne contre la Russie. La Slovaquie et la Hongrie ont dit non. Donc on imagine bien que c'est sur les questions gazières et pétrolières, puisque la Hongrie et la Slovaquie reçoivent des deux. L'Ukraine, on le sait aussi, l'opérateur ukrainien GTS a expliqué que l'Ukraine recevait en importation 347 millions de mètres cubes de gaz qui viennent de Hongrie, de Slovaquie et de Pologne. Donc la Hongrie et la Slovaquie, c'est 100% du gaz russe, ça passe par Turkish Stream, comme on l'avait déjà expliqué. Donc pour ces raisons-là, évidemment, le 18e paquet de sanctions n'est pas passé. Merci d'ailleurs, Dieu merci pour la France, puisque nous sommes dépendants du gaz russe. On est le premier importateur de gaz liquéfié russe, et donc, et même en général pour l'Europe, si tout d'un coup le gaz russe était interdit, eh bien ça provoquerait une augmentation des prix tout à fait catastrophique. Voilà. Et puis pour en finir avec le gaz et avec la rubrique économie, on a appris par le Wall Street Journal que la Chine serait de nouveau très intéressée suite au conflit entre Israël et l'Iran étant un grand fournisseur de la Chine, eh bien de valider le projet qui est toujours en négociation de Force de Sibérie numéro 2, c'est-à-dire le cousin de Force de Sibérie numéro 1 qui amène le gaz russe directement en Chine par un gazoduc. Et bien là, on en a aussi plusieurs fois parlé, le gaz partirait à peu près du même endroit et descendrait en passant par la Mongolie jusqu'à la Chine. Donc c'est important non seulement pour les revenus que ça va rapporter à la Chine et au passage d'ailleurs à la Mongolie, puisqu'il y a un droit de passage, mais également ça permet de développer toutes les régions et les villes et les localités par lesquelles passe ce gazoduc. C'est un moyen de développement du territoire, de cet immense territoire russe qui a besoin lui aussi de ressources naturelles. Voilà pour la partie économique. Politico-diplomatique maintenant, bien sûr, le premier sujet, c'est la guerre des 12 jours entre Iran
et Israël, et puis on peut rajouter Washington, hein, qui est pris part au conflit aux côtés d'Israël. Alors le scénario qui s'est déroulé, c'était un de ceux qu'on avait envisagé. Alors c'était pas le meilleur, le meilleur c'était que finalement Washington tape du poing et puis que ça s'arrête, et puis que le combat cesse faute de munitions au moins, et le plus rapidement possible. Mais j'avais aussi imaginé que les Américains que Trump puisse faire ce qu'il avait fait. Alors c'était pas en 2018, c'était en 2017, en avril 2017, il avait bombardé la Syrie pour après complètement se désintéresser du sujet. Donc il avait frappé fort en disant, voyez, moi je l'ai fait, Obama a pas osé le faire. Et là en fait, c'est ce que j'avais évoqué dans mon dernier bulletin, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a frappé fort. Je ne vais pas disserter sur est-ce qu'il a touché ou pas ces installations. Donc CNN et le New York Times, en évoquant un rapport d'une agence de renseignement américain, la DIA, a dit que non, c'était raté. Alors, on a eu assisté aujourd'hui, où je tourne ce bulletin, à une démonstration où on a montré comment fonctionnait le missile qui perce les bunkers, qui explose à l'intérieur. Mais est-ce que c'était le même genre de matériau qui a dû percer le missile en Irak? Personne ne le sait. Ce sera de toute manière extrêmement difficile à prouver. Les Iraniens, pour l'instant, ne veulent plus de l'AIEA. Ce qui est intéressant aussi, pour une fois, LCI a fait une interview utile, c'était celle de Grossi, donc le patron de l'AIEA, qui a dit l'AIEA n'avait jamais dit que l'Iran était sur le point d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est un mensonge de Netanyahou, c'est un mensonge qui a été repris par l'administration américaine, évidemment. Le but, c'était le changement de régime, hein. D'ailleurs c'était quasiment avoué. Donc en fait, on n'en saura rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la guerre s'est arrêtée et que globalement, le mérite en revient à Trump. Il y a dû sans doute y avoir des accords, on l'a vu sur le bombardement de la base américaine à Doha, qui n'a pas fait de gros dégâts. Et donc, il y a un accord qui, visiblement, a été négocié par l'excellent Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour les cas difficiles, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Ukraine. Et de toute évidence, ils ont une nouvelle fois tordu le bras à Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je l'avais expliqué dans mon bulletin précédent, cette guerre coûte trop cher. Les matériaux américains, ceux qui sont fournis, les munitions qui sont fournies à l'armée israélienne, coûtent beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, on a eu le premier rapport de la part de Smotrich, donc qui est ministre des Finances israélien, qui a déclaré que la reconstruction, donc ce qui avait été détruit par les missiles iraniens, se montrait à peu près à 3 milliards de dollars. Et a priori, la réalimentation des stocks de missiles pour se remettre à niveau de tout ce qui était dépensé pour donc se protéger des missiles iraniens pourrait monter jusqu'à 12 milliards. Et c'est également le constat qu'a fait le Pentagone. D'ailleurs, on a eu quelques tableaux, quelques listes ouvertes qui ont été publiées, et notamment les missiles Saad anti-aériens. Un missile coûte pièce 12 millions de dollars, et d'après ce qu'a dit le Pentagone, ils en ont assez, mais ils ont déjà en gros dépensé 15% de leurs réserves, donc parmi les navires américains qui s'étaient mis au service d'Israël pour protéger contre les bombardements iraniens. Donc évidemment que c'est ça qui a été pour moi d'ailleurs le moteur décisif, c'est pour ça que Trump voulait en finir rapidement. Trump n'aime pas la guerre, c'est pas bon pour le business, et en plus je crois qu'il n'aime pas Benyamin Netanyahou, même si officiellement il le soutient, puisque le procès de Benyamin Netanyahou démarre lundi. Comme par hasard, il a démarré son attaque contre l'Iran la veille de négociations sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran, et puis 15 jours avant le début de son procès pour corruption. Donc je pense qu'on peut estimer que tout ça est lié. En tout cas, quelles que soient les conditions de cet accord, le mérite en revient à Trump, qu'il ait détruit ou pas les installations iraniennes, que les Iraniens fassent semblant qu'elle n'ait pas été détruite ou pas, tout le monde s'en moque. L'important, c'est que cette guerre, qui aurait pu avoir des conséquences graves, y compris économiques avec la fermeture du détroit d'Ormuz, eh bien cette guerre n'a pas eu lieu. En tout cas, elle n'a duré que 12 jours. Donc bravo à Donald Trump, et c'est un bon succès pour quelqu'un qui en avait bien besoin, qui n'avait pas obtenu quelque chose depuis 6 mois. Et surtout, il veut continuer dans sa lancée et donc mettre un terme à la guerre à Gaza, la guerre israélo-palestinienne à Gaza. J'imagine qu'il va vouloir aussi régler l'affaire du Liban. Et il a les moyens, en fait, Trump a les moyens d'arrêter la guerre au Moyen-Orient et d'arrêter la guerre en Ukraine. Il suffit qu'il coupe les approvisionnements. C'est lui qui a la clé. S'il veut que ça s'arrête réellement, il n'a qu'à tourner la clé, et ce sera des approvisionnements pour Israël et pour l'Ukraine, et ce sera
terminé. Ajoutons enfin que selon l'envoyé spécial, donc Steve Witkoff, il aurait obtenu que d'autres pays rejoignent les accords d'Abraham. Alors, les accords d'Abraham, comme on le rappelle, c'était un allègement des persécutions, appelons un chat, contre les Palestiniens de la part d'Israël, en échange de la reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes. Donc il y a le Maroc, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, au moment des opérations qui ont suivi le 7 octobre, a dit non. Et donc peut-être qu'il s'agit de l'Arabie saoudite. En tout cas, on va en parler avec Youssef Indy ce vendredi dans notre émission ici Moscou. Je pense que lui aura beaucoup de choses à dire. Ne manquez pas de le suivre, bien évidemment. Vu de Russie, eh bien, la Russie a suivi sa ligne classique, c'est-à-dire que l'Iran est un de ses alliés. On se souvient que l'Iran a fourni ses drones, finalement, très bon marché et redoutables, les fameux Guéran, que la Russie a développé depuis. Et donc, mais il n'y a aucun accord de défense entre l'Iran et la Russie. Donc l'Iran a livré des Guéran, la Russie a livré il y a quelques années, je crois une dizaine d'années, je crois, des S-300, mais ça se limite à ça. Et il n'y a pas d'accord, comme par exemple la Russie avec la Corée du Nord. On a appris de plus par Vladimir Poutine qu'il y avait eu un intérêt à un moment pour des systèmes anti-aériens, mais que finalement l'Iran n'avait pas donné suite. C'est sans doute d'ailleurs une erreur de l'Iran, puisque la Russie a la meilleure DCA au monde. Donc je pense que là aussi, il y a de l'avenir pour la coopération entre les deux pays. Et ce qui est important aussi, c'est que la Russie a reçu quelques jours avant finalement donc cette trêve, ce cessez-le-feu, le ministre des Affaires étrangères iranien qui est venu, et la Russie a confirmé donc son soutien à l'Iran. Et peut-être peut-on imaginer qu'il y a eu des discussions entre Washington et Moscou au moment de la mise en place de cette opération militaro-diplomatique assez étrange qui a abouti, quoi qu'il arrive, à la trêve. Voilà ce que je voulais dire sur cette guerre des 12 jours et sur les traités qui vont suivre. L'autre événement diplomatique important, c'est évidemment la réunion du sommet de l'OTAN à La Haye, et qui a été une démonstration de force de la part de Donald Trump et une démonstration de soumission totale, alors à l'exception de Madrid, de tous les membres de l'OTAN, qui n'ont qu'une seule peur, c'est que Donald Trump se désengage de l'Europe, et alors donc ils sont tombés d'accord sur tout. Il y a eu l'affaire des fameux 5%. Donc qu'est-ce que c'est que ces 5%? En fait, c'est le budget de la défense, c'est d'ici 10 ans quand même, ce à quoi s'engagent les membres de l'OTAN pour que l'Amérique continue à les protéger. On n'a toujours pas compris de quoi. Sérieusement, si c'est la Russie, c'est une ânerie. Et donc tout le monde est tombé d'accord, y compris un pays ruiné comme la France, dont le budget de la défense réelle, c'est-à-dire en dehors du paiement des retraites et des salaires, je crois, on est à 1,5%. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par plus de 3 notre budget de la défense. Évidemment que ça n'arrivera jamais, en tout cas pas dans l'immédiat. Si un jour un gouvernement national conservateur prend le pouvoir, on va dire dans 5-6 ans, après le krach économique, et là évidemment nous aurons une économie productive, nous aurons une croissance à 2 chiffres, et là on pourra tout imaginer, évidemment augmenter largement le budget de la défense, mais pour l'instant c'est pas avec cette équipe de socialistes qu'on va y arriver. Eux ils nous mènent tout droit à la banqueroute, donc tout ça n'arrivera pas, ça fait rigoler tout le monde. Ce qui a fait très peur en fait, c'est les commentaires de Donald Trump sur l'article 5. L'article 5 explique que en fait les membres de l'Alliance donc font que s'il y a une attaque contre l'un de ses membres, c'est une attaque contre la totalité des membres, et que les moyens, je cite, donc qui seront pris, tous les moyens peuvent être pris, y compris des moyens militaires. Mais c'est-à-dire que dans cet article 5, de toute manière, il n'y a pas d'obligation sur le type d'engagement. Ça peut être très bien une protestation orale en disant, par exemple, si la Biélorussie décide d'envahir la Pologne, eh bien la France peut très bien faire une déclaration en disant c'est mal, voilà. Ils considèrent l'attaque contre elle, mais sans s'engager davantage. Donc déjà cet article 5, et là-dessus Trump a parfaitement raison, cet article 5 n'engage pas grand-chose finalement dans la réalité. Donc voilà, cet épisode a été assez pathétique, comme ça a été dit, je crois, dans The Telegraph ou dans Bloomberg. Ils ont réussi à maintenir Trump au prix de la perte de leur estime de soi. Voilà. Et le plus pathétique, évidemment, ça a été Zelensky, qui pourtant avait tout fait. Il avait même une veste pour plaire à Donald Trump. Alors Donald Trump a dit qu'il l'avait rencontré, qu'il lui avait demandé comment ça allait, qu'il l'avait trouvé très gentil, que maintenant il se disputait plus. Enfin, il s'est moqué ouvertement de lui. C'était assez terrible. Zelensky a pris la parole. Il a demandé de l'argent, 150 milliards comme d'habitude. Alors, enfin de l'argent sur les 150 milliards.
dont on ne sait pas d'où ils vont venir, qui vont être destinés à armer l'Europe. Enfin, toutes ces âneries qu'on peut entendre, notamment dans la bouche de Van der Leyen ou de Kaja Kallas. Et il est reparti sans rien. Et le pire, c'est que dans le communiqué final, malgré le fait que Keir Starmer, que Emmanuel Macron, que Friedrich Merz aient désigné la Russie comme l'ennemi, eh bien, le comité final est absent de tout ce genre de considérations. On doit sans doute ça à la Hongrie et à la Slovaquie, mais sans doute également vraisemblablement à Donald Trump et à Recep Erdogan qui était là et qui s'est encore bien moqué de notre ridicule président Emmanuel Macron. Terrorisme maintenant, le FSB a arrêté à Moscou 2 agents des services secrets moldaves, alors qu'on prend le MI6 a priori, ou la CIA, peut-être des factions de la CIA qui sont pas encore sous contrôle trumpien, qui étaient venus pour commettre des attentats, des opérations de déstabilisation. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas des paumés qui sont recrutés sur les réseaux sociaux, à qui on promet $10 000 s'ils vont tuer un général russe ou un journaliste russe. C'est des vrais agents. Donc c'est des gens qui sont venus pour former et pour organiser le terrorisme dans la Fédération de Russie. Et ça, je pense que c'est aussi un signe, c'est-à-dire que petit à petit, en raison de sa pauvreté économique et sa faiblesse militaire, les pays occidentaux, en tout cas ceux qui veulent continuer la guerre contre la Russie, vont basculer largement dans le terrorisme. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que les pays qui vont être victimes de ces terrorismes, l'Iran par exemple, on a quand même 8 ingénieurs iraniens qui ont été assassinés, souvent avec leur famille à côté, donc avec des frappes ciblées. Donc c'est du terrorisme, hein, c'est de l'assassinat. Je vois pas comment ça peut être moralement justifiable. Et la question, c'est que va faire l'Iran? Est-ce que l'Iran va se mettre également à assassiner des scientifiques israéliens, ou pourquoi pas juifs, j'imagine qu'en Israël ils soient davantage protégés. Est-ce que la Russie va pas se mettre, elle aussi, en inventant des groupes terroristes, se mettre à balancer des drones sur les avions anglais, alors américains c'est plus trop le cas, ou allemands ou français qui livrent des armes à l'Ukraine en se revendiquant d'un groupe terroriste ou d'un groupe mafieux? Tout ça on ne sait pas. Pour l'instant l'Iran et la Russie se retiennent, mais on pourrait très bien assister à une escalade terroriste si la Russie cesse d'être une puissance chrétienne et se met elle aussi à appliquer la loi du talion. Aujourd'hui, le risque d'escalade en fait entre la Russie et l'Occident collectif, c'est la Baltique, je l'ai dit, et également le terrorisme, et notamment avec le MI6 derrière. Empire du mensonge maintenant, et tout de suite le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker cette semaine, eh bien, c'est le général Burkhard. On en avait parlé déjà la semaine dernière, c'était notre gamelin. Donc c'est encore le gamelin de la semaine. Parce que entre-temps, j'ai pu écouter ce qu'il a raconté devant la commission, l'Assemblée nationale, la commission de défense. Le tissu d'ânerie qu'il a raconté. Ce qui est d'ailleurs très très inquiétant pour notre armée. J'avais déjà expliqué ce qui s'était passé dans la tête de Gamelin Burkhard, c'est-à-dire que en fait, il espérait augmenter le budget de la défense, donc en suivant le bellicisme de Macron. Bon, c'est un échec complet. Le budget de la défense français, eh bien, va servir de variable d'ajustement puisqu'il faut trouver 40 milliards qu'on les a pas. On sait même pas si le gouvernement va tenir. Donc évidemment que l'armée française va perdre encore plus qu'avant l'opération militaire spéciale, sans compter les matériels qu'elle a livrés et qui ne seront pas remplacés. Mais Burkhard va encore plus loin. Écoutons-le. Pour l'Europe et la France, il y a une première tendance, un premier problématique à prendre en compte, qui est la menace durable qui est posée par la Russie. Constatons qu'une victoire russe équivaudrait à un échec occidental, mais peut-être finalement de plus en plus européen. Et donc c'est quelque chose qui doit vraiment nous prendre en compte. À la date d'aujourd'hui, sur un cliché, la Russie est en train de subir une défaite stratégique. L'attaque de la Russie, c'est une forme de désastre militaire. Un désastre militaire parce que si on a du mal à comptabiliser les hommes, néanmoins, c'est sûr que ça se compte en quelques centaines de milliers d'hommes perdus, morts ou blessés, ce qui dépasse un peu notre capacité d'imagination aujourd'hui. Je pense que bien évidemment, la Russie, quand elle a attaqué le 24 février, son objectif n'était pas, au bout de 3 ans et demi, de se retrouver à avoir conquis un peu plus ou à peine 20% du territoire ukrainien, mais que c'était de l'emporter en quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas atteint. Constatons qu'en échange, si j'ose dire, finalement, c'est la Suède et la Finlande qui ont basculé d'une position de neutralité dans le monde occidental, dans l'OTAN, ce qui était une ligne rouge absolue pour la Russie et pour l'URSS depuis 1945. Le dernier point sur lequel, à mon avis, la Russie consomme sa défaite stratégique est que
quand la guerre se terminera, car la guerre se terminera un jour et que la Russie démobilisera, elle va se retrouver dans sa société avec de gros problèmes. Mais je pense même qu'aujourd'hui, quand on constate qu'un soldat russe est payé entre 3 000 et 4 000 euros pour aller combattre sur le front, et que parallèlement la Russie a relevé le salaire des médecins à 1 000 euros, je pense que ça va créer de gros problèmes sociétaux dans la Russie de demain. Donc ça, c'est un peu la défaite stratégique de la Russie. Pour autant, là aussi, soyons clairs et lucides. Je pense que si on laisse la guerre se continuer comme ça, je crains que la Russie soit capable de tenir 5 minutes de plus que nous, même dans cette situation-là. Et qu'alors, ça consacrerait la Russie en défaite stratégique qui, pour autant, afficherait une victoire. Donc voilà, j'ai pas mis toutes les âneries qu'il a citées, mais il en reprend énormément que vous trouvez d'habitude sur LCI ou chez notre hôtesse de l'air préférée, Xavier Titelman, c'est-à-dire donc des pertes russes qui seraient 2 fois, 3 fois supérieures à celles de l'Ukraine, alors que la puissance de feu russe est largement supérieure depuis 3 ans, donc c'est tout simplement pas possible. Donc il y a ça, il le dit en plus en laissant des traces, c'est filmé, donc quand on va finalement un jour ou l'autre on connaîtra la vérité. Il s'en moque en fait, il se moque de mentir et il se moque de passer pour un idiot. Et à côté de ça, il y a également donc on a le droit au numéro sur oui, à cause de la Russie, la Suède et la Norvège font partie de l'OTAN alors qu'ils étaient neutres. Alors, la Suède et la Norvège n'ont jamais été neutres. Ils faisaient des manœuvres depuis des années. On en a parlé plusieurs fois, notamment notre émission de l'échiquier mondial sur la Baltique. Ils faisaient des manœuvres avec l'OTAN, avec les navires de l'OTAN, où l'ennemi désigné, sans être non officiellement, c'était la Russie. Donc ces pays-là n'étaient absolument pas neutre. C'est d'ailleurs l'OTAN, encore une fois, est une mauvaise alliance militaire. Militairement, ils sont nuls, mais une bonne alliance politique puisque ça permet de soumettre la totalité des pays européens. Alors, soit par l'Amérique lorsqu'elle est démocrate, soit de toute manière par la classe dirigeante mondialiste qui impose son ordre du jour à l'OTAN. Et l'un des points intéressants, c'est que Burckhardt évoque donc ce problème que pourrait avoir la Russie, c'est vrai que si elle ne le traite pas, que après la guerre, eh bien, il y a des soldats qui sont payés l'équivalent de 4 000 euros. Vous pouvez faire x3 en parité de pouvoir d'achat, surtout que la plupart des soldats viennent de la province, donc 4 000 euros, ça fait 12 000 par rapport au pouvoir d'achat en Russie. Eh bien, ils vont se retrouver à avoir des salaires beaucoup plus bas. Encore une fois, ce qui est pas faux. Mais déjà, en tant qu'anciens combattants, ils seront pensionnés. Là, il y a des tas d'avantages qui sont en train de se mettre en place. En plus, ils sont en Russie considérés comme des héros. On ne parle que d'eux. Les meilleurs d'entre eux, les plus intelligents, sont mis dans les régions de Russie, au poste de ministre, au poste de hauts fonctionnaires. Donc tous ces vétérans vont être pris en cause. Tout est déjà en train de se mettre en place. Et je pense qu'en plus, le savoir-faire militaire des Russes sera très demandé outre-mer. Et que je pense que ces militaires n'auront pas de problème à trouver du travail, notamment en Afrique, ou pourquoi pas au Moyen-Orient. Donc ça, c'est une chose, et c'est plutôt ça qui devrait plutôt inquiéter le chef d'état-major des armées, Gamelin Burckhardt. Ensuite, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne parle pas du tout de ce danger pour l'Ukraine. L'Ukraine est un pays ruiné, qui va perdre la guerre, et qui va voir des centaines de milliers de soldats sans doute bien amoché, eh bien, chercher du travail dans un pays où il n'y en aura pas, qui va crouler sous la pauvreté. Or, à la fin de la guerre, les frontières ukrainiennes vont s'ouvrir. Aujourd'hui, les hommes n'ont pas le droit de sortir. Elles vont s'ouvrir. Et donc, ces gens-là, complètement déstructurés, habitués à l'ultra-violence pendant 3-4 ans, eh bien, vont se déferler vers l'Europe et imposer leurs lois. En plus, avec le sentiment que c'est de votre faute si on allait se battre et c'est votre faute si on a perdu. C'est ça le véritable problème pour lequel devrait s'intéresser Burckhardt. Ça, c'est un problème fondamental. Et enfin, la dernière ânerie qu'a dit Burckhardt, évidemment, c'est le fait de dire oui, regardez les Russes, au bout de 3 ans, comme d'habitude, ils ont pris que 20% du territoire. Et ça, ce qui est frappant, alors soit il est bête, soit il fait semblant de l'être, puisque en fait, quand on regarde la ligne de front en novembre 1918, les Français n'ont pas un seul pied en Allemagne. Les Français n'ont pas conquis 1 cm² de territoire allemand. Voilà. Les Allemands sont encore en Alsace, ils sont en Belgique, ils sont au Luxembourg, et pour autant, suite à la défaite militaire, eh bien, ils nous rendent l'Alsace-Lorraine, ils évacuent la Belgique et tous les territoires qu'ils occupent au nord de l'Europe. Encore une fois que notre hôtesse de l'air, Titelman, sorte ça, que on entende ça sur LCI, bon, soit, mais
que le chef d'état-major des armées sorte une absurdité pareille, là quand même, ça laisse extrêmement rêveur. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Il y a eu des attaques dans la profondeur du territoire ukrainien pendant toute la semaine. Je ne vais pas revenir dessus parce que maintenant, c'est devenu monnaie courante. Et puis, là, ce qu'on constate, c'est que la défense antiaérienne ukrainienne est aux abonnés absents la plupart du temps. Voilà, la ville de Kiev, en fait, est largement touchée. Encore une fois, les Russes ne ciblent que des objectifs militaires ou militaro-industriels. On repasse sur la ligne de front et on va commencer par la région de Soumy. Donc ici, il y a eu toute une série de contre-attaques ukrainiennes. Donc c'est pour ça que l'armée russe n'a pas tellement avancé par rapport aux autres semaines. Et a priori, ces contre-attaques ont été arrêtées. Elles concernent la localité d'Avdiivka et de Yunakovka essentiellement. Des combats aussi ont repris à l'initiative des Russes du côté de la ville de Vovchansk, mais pour l'instant pas d'avancée notoire. Du côté de la ville de Kupiansk, en fait, qui servait de capitale régionale pour la région de Kharkov contrôlée par les Russes jusqu'à l'automne 2022, au moment de la contre-attaque otano-kievienne, et bien là, la ville de Kupiansk est mal partie puisque les Russes continuent à avancer et à quasiment encercler. On peut même parler d'encerclement opératif, puisque là, désormais, avec les drones, eh bien, les Russes sont capables de contrôler l'axe d'approvisionnement ici et même celui-là. Donc là, les choses sont très très mal parties pour l'armée otano-kievienne. Alors, la question qui va se poser, c'est si les Russes continuent à avancer, est-ce qu'une fois de plus, on va avoir un Festung-Befehl, c'est-à-dire que ces troupes ukrainiennes qui sont là vont être laissées, vont mourir sur place une fois que les Russes contrôleront Kupiansk et donc ce point de passage. C'est la question qu'on peut se poser. Et ça pourrait très bien être un nouvel Ougledar, puisque le commandement otano-kievien privilégie la communication à l'efficacité militaire. Ici aussi, les Russes ont bien avancé, puisqu'ils se sont emparés de Grekovka. Alors, bon, c'est pas une avancée si significative, mais comme vous le voyez, en fait, c'est la frontière de la République populaire de Lugansk. Au début de 2022, lorsque les Russes ont commencé l'opération militaire spéciale, ils ont très rapidement libéré, à l'été, ils avaient complètement libéré la République populaire de Lugansk. Et puis après la contre-attaque otano-kievienne, une partie assez petite, effectivement, de cette République populaire a été conquise par les forces de l'OTAN. Et donc, il manquait quelques morceaux. Et là, c'est un des derniers morceaux qui reste. Le dernier, c'est ici. Voilà. Et après, on pourra de nouveau déclarer la prise de la République populaire de Lugansk, la libération de la République populaire de Lugansk par les forces russes. Ici, on a une contre-attaque otano-kievienne. Alors, on l'avait expliqué, là, on est entre deux cours d'eau. Donc, les Russes ont réussi à fermer le cours d'eau d'est en ouest, et ce qui fait que ça met la localité de Liman et celle de Yampol à la merci d'une offensive, puisque l'approvisionnement par la rivière Donetsk serait extrêmement difficile. Donc là, les otano-kieviens ont décidé d'envoyer leurs troupes motivées, c'est-à-dire la 3e brigade, c'est-à-dire Azov. Donc pour l'instant, les Russes tiennent la position. Azov a pénétré à l'ouest du village. On va voir ce que ça donne. Normalement, si c'est trop dur, Azov va faire comme d'habitude et va partir en courant. Donc voilà. Mais il est vrai que là, il faut mettre des moyens parce que ça peut vraiment être une catastrophe. Surtout que simultanément, en fait, les Russes avancent dans la région autour du bastion de Seversk. Si en plus ils prennent Liman, ça va accélérer la chute inévitable de Slaviansk et de Kramatorsk. Plus au sud, les Russes ont amélioré leur position en direction de Pakrovsk, ils continuent à avancer et pourraient se permettre un grand encerclement de la ville, en fait, en passant par le nord. Là aussi, avec l'efficacité des drones, en fait, les Russes peuvent déjà contrôler au moins partiellement cet axe d'approvisionnement, de la même manière que les troupes russes ici peuvent contrôler l'axe qui se trouve à cet endroit-là. J'ai mis un petit point sur Selidovo, puisque les otano-kieviens se sont permis un tir terroriste en plein centre de la ville, sans objectif militaire, exactement ce qu'ils avaient fait avec Donetsk la semaine dernière. Plus au sud maintenant, les Russes continuent leur effort en direction de la région de Dnepropetrovsk. Ils ont consolidé leur position ici et ils se sont emparés de Zaporozhye, donc c'est pas le grand Zaporozhye, c'est la petite localité, et de Yalta. Pareil, c'est pas Yalta de Crimée, c'est un autre petit. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il est advenu des troupes qui se trouvent en fait dans ce potentiel chaudron. Là aussi, les militaires l'emporteront-ils sur les marketologues? On va bientôt le savoir.
si on a le droit à un petit chaudron à cet endroit-là. De manière générale, on constate que les Russes se rapprochent de la première grosse localité dont ils pourraient s'emparer dans la région de Dnipropetrovsk, Novopavlovka, à cet endroit-là. Plus au sud encore, les Russes ont définitivement pris Shevchenko, donc ça consolide leur position, ça va leur permettre de regrouper leurs forces, d'attaquer la région de Dnipropetrovsk plus au sud, et surtout, je rappelle que c'était là qu'était la mine de lithium. Voilà, donc il n'y a plus de lithium, ni pour l'Ukraine, ni pour Donald Trump, mais en revanche, eh bien, il y en a pour les Russes. Sur le reste du front, c'est relativement calme. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 28 juin 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Allez-y sur Twitter, allez-y sur Telegram, parce que la censure peut retomber. Faites un don sur Tipeee, Patreon, Paypal, canal Telegram payant. Prenez des cours de russe pour venir visiter le pays. Et pourquoi pas y ouvrir un compte en banque pour y investir. C'est un pays de cocagne, je vous l'assure. En tout cas, l'OTAN est en déroute. La Russie domine sur la totalité de la ligne de front. Donc, tenez bon, courage, on les aura.